C'est quoi votre phobie? Je veux dire, c'est quoi la chose dont vous avez le plus peur? Genre, vous vous retrouvez dans cette situation ou face à cette chose et vous répondez plus de rien. Vous êtes tétanisé, vous êtes plus vous-même en fait. Si je suis les statistiques, il y a certainement une bonne partie d'entre vous qui ont ces phobies-là. En général, les phobies viennent soit de facteurs liés à l'évolution, à la génétique ou bien à nos expériences de vie. Mais pourquoi au juste je vous parle de ça? Pourquoi aujourd'hui je viendrai vous casser les couilles avec vos peurs? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler d'une phobie qui, à mon grand étonnement, n'existe pas. Du moins, elle n'est pas listée dans le DSM qui est plus ou moins la bible des psychiatres où sont donc listées toutes les phobies. Alors que je pense que sincèrement, si le monde était au courant de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, il rentrerait clairement dans ce bouquin parce que c'est terrifiant. C'est le genre de peur qui vous pousse à réfléchir à votre place dans l'univers en tant qu'individu, mais aussi à l'échelle de notre civilisation. Et cette peur, elle prend racine dans une problématique. C'est une problématique dont je suis sûr qu'une partie d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est le paradoxe de Fermi. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vais vous résumer ça rapidement. Le paradoxe de Fermi, en fait, est basé sur une question posée par le scientifique Enrico Fermi. Le boug est quand même lauréat du prix Nobel de physique en 1938, donc c'est pas le gogol du coin. Et donc, notre bon Enrico, il se pose une question qu'il va poser à ses collègues scientifiques du projet Manhattan en 1950. Et cette question, elle est super simple, mais sur le fond, elle n'a pas réellement de réponse. Puisque Fermi va leur demander s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc? En gros, il pose la question, pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de vie extraterrestre? Et en fait, il part du principe que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'étoiles situées dans notre galaxie, et que donc des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi ces systèmes, et laisser des traces quoi. Des traces qu'on pourrait voir depuis la Terre, comme des ondes radio par exemple. Alors pourquoi elles sont pas là ces civilisations? Pourquoi on n'en entend jamais parler? Je veux dire, notre univers est vieux de 13 milliards d'années. Dans cet univers, il y a des milliards de galaxies, elles-mêmes composées de milliards d'étoiles, donc selon toute vraisemblance, on devrait déjà avoir trouvé de la vie ailleurs dans l'univers. Alors pourquoi on ne trouve rien? Derrière, le paradoxe de Fermi a forcément vécu un peu sa vie, et donc on a vu plusieurs hypothèses émerger pour essayer d'expliquer pourquoi on ne trouve rien en fait. Et si je dois vous résumer ces théories, en gros c'est... Soit c'est une question de probabilité d'apparition de la vie, soit ils ne sont pas assez avancés technologiquement, soit on peut pas les détecter, soit elles se sont juste éteintes, et dans tous les cas, ça fait pas trop rêver hein. Je veux dire, scientifiquement on est tous capables d'appréhender même très vaguement ces explications, et aussi réelles soient-elles, elles sont chiantes quoi, non? Ce serait quand même cool qu'il y ait une autre théorie qui nous vende un peu plus de rêves, ou plutôt un peu plus de cauchemars. Et cette dernière théorie, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. En fait, elle me fascine autant qu'elle me terrifie. Je sais pas trop comment l'expliquer. Si, en fait je dirais qu'elle me fait le même effet que quand on regarde un film d'horreur. Vous savez, ce sentiment qu'on sait qu'on va avoir peur. Enfin je veux dire, on a tous appuyé sur ce bouton play en sachant très bien qu'on n'allait pas passer nos 2 prochaines heures devant un spectacle d'humour. Mais on a envie de voir, on a envie de savoir. On veut qu'on nous raconte une histoire. Et ça tombe bien, parce que justement, la théorie dont je vais vous parler maintenant, elle raconte une histoire. Et vous savez quoi? Elle provient même carrément d'une histoire. Cette théorie, elle a un nom, c'est la forêt sombre. Et oui, je sais, c'est mystérieux, le nom il pète la classe, et maintenant vous avez grave envie de savoir de quoi ça parle. Et c'est parfait, puisque ça parle exactement de ça. D'une forêt sombre. C'est tout. Oui, mais c'est quoi le rapport entre une forêt et la vie extraterrestre? Il est en train de nous raconter quoi ce connard? Attendez 2 secondes, je vais vous expliquer et tout va devenir très clair. Cette théorie déjà, elle a une base. Elle provient, comme je vous l'ai dit, d'une histoire. Mais c'est pas n'importe quelle histoire. C'est pas l'histoire que votre moniteur de colo vous racontait la nuit autour du feu pour vous faire peur. En fait, elle provient d'un de mes livres préférés. Plus précisément, d'une de mes trilogies de livres préférés. La trilogie du problème à 3 corps. Alors oui, certains d'entre vous ont certainement vu la série Netflix qui, au passage, est vraiment très bonne, je vous la conseille vraiment, mais avant d'être une série, c'est surtout une trilogie de livres de science-fiction écrits par le chinois Liu Cixin. Et qui du coup commence avec le problème à 3 corps, puis la forêt sombre et enfin la mort immortelle. Je vais pas commencer à vous raconter l'histoire, ça s'avérait pas grand chose même si elle est vachement bien, juste ce qu'il y a à savoir c'est que c'est de la SF et qu'on parle d'une invasion extraterrestre. Voilà, le topo, il est là et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais du coup, quand est-ce que cette fameuse théorie est abordée? Et vous l'aurez bien compris, sans que je vous explique, c'est dans le 2e bouquin qu'on en parle et plus précisément vers la fin de celui-ci. En gros, notre personnage principal qui s'appelle Yuji, après plein de péripéties, il est en pleine réflexion sur la manière dont les différentes civilisations extraterrestres pourraient interagir dans l'univers. Et à ce moment-là, il va comprendre quelque chose de fondamental, de crucial même, à la fois pour l'univers, mais aussi pour la situation de la Terre à cet instant précis. Et ce qu'il va comprendre, c'est la chose suivante. Imaginez que l'univers est une forêt sombre. Donc, on n'y voit pratiquement rien. D'accord, jusque-là, vous suivez.
Ensuite, imaginez que chaque planète qui habite une civilisation, c'est un chasseur. Genre, la planète est un chasseur. Ok. Chaque chasseur avance très prudemment dans la forêt parce qu'il sait qu'elle est remplie de dangers mortels. Ok, maintenant il faut que vous compreniez que pour chaque civilisation, il y a une priorité ultime. Cette priorité, elle prend le pas sur toutes les autres, et tout le temps. Et cette priorité, c'est la survie, tout simplement. La civilisation doit survivre, quoi qu'il en coûte. Maintenant, imaginons un scénario hypothétique. Dans ce scénario hypothétique, un des chasseurs repère un autre chasseur. Les deux donc se font face, et forcément, ils doivent prendre une décision. Sauf qu'on se rappelle que ces deux chasseurs, c'est des planètes à la base, et que donc elles sont à des années-lumière de distance. Et si on prend en compte la théorie de la relativité qui nous dit que, en gros, la vitesse de la lumière, environ 300 000 km/s, est la limite de vitesse absolue dans notre univers. Et là, vous le voyez peut-être pas, mais cette vitesse limite est un immense problème. Parce que ça veut dire que ça rend la communication avec les autres civilisations extrêmement difficile pour une raison ultra simple. Les messages mettent des années à arriver, voire même plus selon la distance, on peut même parler en décennies, en centaines d'années. Donc, c'est impossible de communiquer réellement. Maintenant, revenons un peu à nos deux chasseurs. L'un a donc révélé sa position à l'autre, et inversement. Les deux savent très exactement où ils sont dans la forêt sombre. Problème. Maintenant, on sait que toute communication entre les deux est impossible. Ils ne peuvent pas parler, aucun des deux ne peut révéler ses intentions à l'autre. Donc, il n'y a aucun moyen de connaître les intentions de la personne en face, et forcément, quand tu vois une personne armée face à toi, tu peux pas communiquer avec lui, qu'est-ce qui se passe? Ouais les gars, vous l'avez peut-être un peu oublié, mais les chasseurs là, c'est que des métaphores. À la base, c'est des planètes, avec potentiellement des milliards d'individus qui y habitent. Toute cette vie, elle peut s'éteindre en un instant. Ok, je vois que je suis pas clair. Laissez-moi vous expliquer. Si comme on l'a vu avant, les communications peuvent mettre des années à arriver, c'est le cas pour tout le reste aussi en fait, et notamment ton temps de réaction. Par exemple, si une civilisation décidait d'attaquer dès le premier contact. Certes, son arme mettra des années à atteindre la Terre, mais là on a un problème, vu que tu ne peux pas communiquer. Tu fais comment pour savoir qu'elle n'a pas déjà lancé une attaque au moment même où on parle? Impossible de vérifier et de répondre à temps. On en vient donc à la conclusion suivante qui est horrible mais malheureusement très réelle. Si tu attends pour être sûr, il est déjà trop tard. Et à partir de ce constat-là, une paranoïa généralisée s'installe automatiquement. Nos chasseurs n'ont donc que deux options en réalité. Soit ils se cachent et espèrent ne jamais être découverts, soit ils ouvrent le feu à la seconde où ils aperçoivent quelqu'un, sous peine de mourir si l'autre chasseur en face a décidé de tirer. En gros, si tu détectes une civilisation, tu dois choisir sur le champ. Soit tu l'ignores et tu risques qu'elle te détruise un jour sans que tu ne puisses réagir, soit tu la détruis immédiatement, juste au cas où elle a décidé de te détruire. L'univers est une forêt sombre. Chaque civilisation est un chasseur avec une arme, avançant silencieusement à travers les arbres. S'il en découvre une autre, il n'a qu'un seul choix, tirer. L'univers se retrouve donc à devenir un grand silence sombre. Et où tout le monde se cache de peur de voir sa civilisation et sa planète réduites à néant. Et donc, c'est ça au final la réponse au paradoxe de Fermi. On ne trouve pas d'extraterrestres tout simplement parce qu'ils se cachent dans la forêt sombre, en priant de toute leur force que jamais on les découvre, parce qu'en fait, la lumière est trop lente, le danger est trop rapide et l'extinction peut arriver à tout moment. Et si maintenant que vous connaissez la forêt sombre, je vous disais qu'en plus de tout ce danger permanent, résidait dans l'univers un être cosmique. Un prédateur qui dévorait les planètes et qui bouleversait toutes les règles de la forêt sombre en s'occupant lui-même des planètes attirant trop l'attention, en ne leur laissant aucune chance de s'en sortir. Et je vais vous raconter sa rencontre avec l'humanité. Mais pour ça, il faut revenir en arrière, et plus précisément en avril 1961. Nous sommes désespérés. C'est les mots prononcés par John Fitzgerald Kennedy dans son bureau à la Maison Blanche. La course à l'espace avec l'URSS bat son plein et les États-Unis prennent un retard considérable. Ils ont tenté d'envoyer 3 hommes dans l'espace et les 3 se sont soldés par un échec cuisant. Il se tourne alors et on nous révèle à qui il adresse ces mots lourds de sens. Et cet homme, c'est un certain Reed Richards, qui s'avère être lui aussi un homme désespéré. Et comme on dit, toute bonne idée est le fruit de l'inspiration et les mauvaises du désespoir. Et Reed, il cherche à tout prix à réaliser son projet qui consiste en quelque chose de relativement simple en fait. Il veut construire un vaisseau propulsé par un carburant antimatière qui serait une révolution monstrueuse et permettrait en fait à l'humanité d'aller dans l'espace. Et pourquoi pas, de viser plus loin. Une fois son projet mené à bien, il monte une équipe de 4 personnes pour partir dans ce vaisseau. Et enfin, envoyer un homme dans l'espace.
Et cette équipe, elle est composée de Susan Storm, une femme ô combien intelligente et persévérante, véritable point fort de l'équipe et aussi la femme de Reed. Johnny Storm, qui est le frère de Susan et qui n'a aucune expérience dans le domaine mais possède un feu intérieur et une envie de découvrir et de vivre sans limite. Non mais attendez, c'est n'importe quoi là. Comment ça il s'embarque avec des personnes qui ont aucun rapport avec le milieu pour aller dans l'espace? Ça n'a aucun sens. Bah en fait si. Parce que lors des phases de test de ce vaisseau, les personnes en charge de ce fameux test se sont retrouvées dans l'impossibilité de tester le carburant antimatière. Sauf que Reed, il allait en aucun cas laisser ça passer. Il a donc embarqué les seules personnes assez folles pour venir avec lui dans ce vaisseau. Un ensemble de personnes qui viennent donc soit par amour, soit parce qu'ils sont assez fous pour y aller, soit parce qu'ils sont assez désespérés, parce qu'ils en ont besoin. Et c'est le cas de la dernière personne, un pilote apparemment d'exception qui s'appelle Ben Grimm, et qui cherche à tout prix un travail, parce que le petit père va se marier et qu'il vient de se faire virer par un patron exécrable. Bon, bah voilà, on a donc notre quatuor de bras cassés qui va partir à la conquête de l'espace en parfaite illégalité. Bah super, mais vous savez quoi? Bah ça marche. Ils y arrivent en fait. Ils sont les premiers Américains à arriver dans l'espace. Et en plus, ils viennent juste de révolutionner le monde avec leur moteur antimatière en prouvant qu'il marche. Enfin, il marche. En fait, on peut dire qu'il a marché. Un temps. Pourquoi ça? Parce que tout à coup, il va se passer quelque chose d'imprévisible. Quelque chose qui va échapper à toute logique, et quand ça échappe à la logique, malheureusement, ça échappe à Reed Richards. Parce qu'autant c'est certainement l'homme le plus intelligent de la planète, autant il a plein de défauts, et réussir à prévoir des choses qui sortent complètement de la logique, il peut pas. Il n'y arrive pas malgré tous les tests, malgré tous les préparatifs et les simulations, une fois quitté notre confort de la Terre, l'endroit qui nous a vu naître et évoluer, se développer. Toutes les règles changent. On entre dans l'univers inconnu et cet univers, il est confus, imprévisible et surtout très dangereux. Enfin, qui aurait pu imaginer que des rayons cosmiques allaient entrer en contact avec le carburant du vaisseau? Personne. Non mais vraiment personne en fait. Et c'est pourtant ce qu'on attendait de Reed, ce que Sue, Johnny et Ben attendaient de Reed. Prévoir l'impossible pour qu'il rentre en sécurité sur Terre. Et alors qu'ils sont en train de s'émerveiller devant la beauté de l'espace, ce sentiment de sécurité et de fascination va voler en éclats. Et leur vie va basculer en l'espace de quelques secondes. Parce que quand on est dans notre cocon, en sécurité dans notre foyer, on a l'impression que l'univers a un sens, que ça a une logique et qu'on s'insère comme on peut dedans. Mais une fois dans l'espace, on s'aperçoit que cette logique n'existe pas, et qu'une erreur peut entraîner des conséquences inimaginables. Et si seulement ils savaient. Johnny va tout simplement prendre feu, Sue va commencer à devenir invisible et Ben semble s'être transformé en une espèce de golem de pierre. Et alors que Reed essaye tant bien que mal de revenir en contrôle de la situation, il s'étend et réussit à appuyer sur le bouton d'urgence, ce qui les sauve. Enfin, les sauve. Plutôt leur offre une vie, en sursis. Parce que durant ce timing où il était dans l'espace tout seul, Reed a vu quelque chose. Il croit avoir aperçu quelque chose l'espace d'un instant. Et ce qu'il a aperçu, c'est la mort. La mort de leur illusion, la mort de notre Terre, la mort de tout l'univers. Et cette figure, ce prédateur, ce monstre l'a regardé en retour. Elle l'a vu. Elle l'a repéré au travers du cosmos, de l'infinité qui les sépare. Et elle l'a pris pour cible. Pas Reed, non. Malheureusement, non. La Terre. Reed Richards, l'homme le plus intelligent de la planète, dans sa soif de savoir, de progrès, d'exploration, vient de placer une sentence de mort sur la planète qu'il a vu naître. Il nous a tous condamnés à mort. C'est aussi simple que ça. Il a beau s'en être sorti en vie, ils ont beau s'en être tous sortis en vie, ce n'est qu'une question de temps avant que ce prédateur ultime vienne mettre un terme à l'humanité et nous rappelle à quel point nous sommes tout petits à l'échelle du cosmos. Cependant, un peu de positif. Enfin, si on peut dire, nos 4 personnages ont tous reçu de formidables pouvoirs. Sue a désormais des pouvoirs. Des pouvoirs qui lui permettent de créer des champs de force, mais aussi et surtout de devenir invisible. Un pouvoir qui reflète parfaitement ce que pense la société d'elle et des femmes en général à cette époque. On ne les voit pas, on ne veut pas les voir, elles sont invisibles aux yeux du monde. Aux yeux de ce monde encore plus patriarcal et machiste de l'époque, où leur avis ne vaut absolument rien. Et ça va être désormais l'un de ses combats. Très engagé politiquement, on la verra défiler dans plusieurs manifestations importantes de l'époque, comme celle contre la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques des années 60-70, le mouvement féministe des années 70, et les protestations contre le Patriot Act après les attentats du 11 septembre.
Elle rencontrera même Betty Friedan, une figure emblématique du mouvement féministe et auteur de The Feminine Mystique, qui lui dira ces mots qui changeront sa vie à jamais. Ne restez pas éternellement invisible. Johnny, quant à lui, il va recevoir le pouvoir de se transformer en une espèce de torche humaine, capable de prendre feu littéralement de la tête aux pieds. Et son pouvoir, il correspond parfaitement à son tempérament de type qui fonce complètement tête baissée et qui veut vivre la vie pleinement et profiter tant qu'il lui reste du temps. En fait, c'est un éternel enfant. Donc beaucoup de monde aurait à apprendre même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est le cœur de l'équipe et son mantra, cette phrase qui le définit parfaitement, c'est « Même si la vie n'est pas une fête, on pourrait au moins faire semblant ». Ben, lui, malheureusement, a eu beaucoup moins de chance que les autres. Les rayons cosmiques lui ont certes donné une force immense pour qu'il puisse protéger les siens en toutes circonstances, mais son corps s'est retrouvé intégralement recouvert de pierre. Ses pouvoirs sont donc accompagnés d'une transformation physique qui va l'handicaper pour le restant de ses jours. Un destin d'une immense tristesse pour celui qui devait se marier avant de monter dans un vaisseau qui va changer sa vie pour toujours. Mais du coup Reed, il lui arrivait quoi? Bon, Reed, c'est vraiment compliqué. Mais autant entamer par ses pouvoirs pour terminer le listing. Reed a récupéré la capacité de rendre son corps élastique. Il peut s'étendre, se tordre, se rapetisser autant qu'il le souhaite. Un pouvoir bien utile pour cet homme qui cherche toujours à repousser les limites de la science pour aider l'humanité, quitte à parfois oublier la sienne en chemin. Malheureusement. Mais Reed, au final, ses pouvoirs, c'est cool et tout, hein. Mais Reed, il a un problème qui lui occupe l'esprit. En fait, ça l'obsède carrément. Et bordel, je comprends parce qu'à sa place, aussi ça m'obséderait. Il a quand même regardé la mort en face. Il sait que depuis ce moment, le chronomètre, il fait tic-tac, et il avance inexorablement vers la fin du monde. Mais cette fin du monde qu'il a ressentie, qu'il a vue, c'est le seul à l'avoir vue. Il a beau être entouré de 3 magnifiques personnes qui le soutiennent, enfin, pour Ben c'est plus compliqué, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Parce que Reed, il est au fond du gouffre, il se tape le syndrome du survivant du siècle. Le poids de sa survie est juste impossible à porter pour lui, et il va impacter toute sa vie. Parce qu'il n'a désormais qu'un seul but, la survie. Faire survivre l'humanité qui, sans son intervention, va s'éteindre. Et pour ça, il doit convaincre le monde entier que sa fin est proche, et qu'elle peut survenir à n'importe quel moment. Mais surtout que, à chaque moment perdu à tergiverser au lieu de se préparer, c'est juste un pas de plus vers l'extinction en fait. Et c'est pas le fait que les 4 Fantastiques soient devenus célèbres et qu'ils combattent le crime aux 4 coins du globe qui va changer ça. L'humanité doit se préparer à se défendre, et pour ça, il va consacrer sa vie tout entière à cette tâche. Quoi qu'il se passe dans le monde, quels que soient les changements, la politique, sa vie personnelle, professionnelle, absolument rien de tout ça n'a plus d'importance que la survie de l'humanité. Et c'est tout en fait, il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'est pas là pour en débattre, il veut agir sans attendre, genre là tout de suite, maintenant. Mais bon, réussir à convaincre toute l'humanité de la nécessité d'agir pour un problème qui n'existe pas à ses yeux et qui ne leur pose aucun problème à l'instant T, c'est plus que peine perdue. Je veux dire, regardez le réchauffement climatique. La première alerte, en tout cas la première étude à ce sujet, a vu le jour en 1896. Ça fait donc plus de 130 ans qu'on est donc au courant de l'effet qu'on produit sur la planète. Et le GIEC a été créé seulement en 1988, quasiment 100 ans plus tard. On va tous droit dans le mur, on en connaît la cause, tous, hein, on le sait tous. Et malgré tout, on continue, comme si de rien n'était. Alors, faire comprendre à tout le monde qu'il y a un gigantesque être cosmique qui va avaler la Terre, bonne chance Reed, tu vas en avoir besoin. Mais du coup, comme vous l'aurez compris, une grande partie de cette histoire repose sur notre très cher méchant. Et j'imagine qu'une part d'entre vous l'ont reconnu, mais pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est Galactus. Et Galactus, c'est très franchement un des personnages les plus intéressants de l'univers Marvel. D'un point de vue extérieur, c'est un mec géant qui vient pour avaler toutes les planètes sur son passage. Il n'y a pas l'air d'avoir franchement grand chose d'intéressant. Mais en fait, tout l'intérêt du personnage repose sur le fait qu'il fait partie intégrante de l'équilibre cosmique de Marvel. Il fait partie des entités primordiales. Il y en a un paquet, hein, et grosso modo, tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'elles représentent des concepts, comme la mort, l'éternité ou encore la justice. Et Galactus, en fait, il représente un peu l'équilibre de tout ce bordel. En fait, il se place à mi-chemin entre la mort d'un côté et éternité de l'autre. C'est littéralement l'équilibre personnifié, et oui, il mange des planètes. C'est pour sa survie, mais du coup aussi pour la survie de l'univers. Mais c'est pas tout. Parce que Galactus est littéralement le premier être de l'univers Marvel. Dans le sens où il était présent dans l'univers précédent. C'était un explorateur du nom de Galen et il venait de la planète Taha.
Et en gros, quand son univers s'est effondré sur lui-même lors du Big Crunch, il a fusionné avec la conscience cosmique, cherchez pas à comprendre. Il est donc devenu Galactus, et il est chargé de maintenir l'équilibre dans l'univers. Putain, ça pète la classe. Mais en fait, y a un problème. Et ce problème, il est simple. Lors de sa première apparition, dans le Fantastic Four 48 en 1966, le personnage avait une aura monstrueuse, et une mise en scène de son apparition qui aura fait trembler tous les lecteurs de l'époque. Mais comme beaucoup de personnages de Marvel, avec le temps, il a perdu de sa puissance évocatrice. Et au fur et à mesure des histoires, son impact était donc de moins en moins grand, parce qu'on était habitué à le voir apparaître de temps en temps. Alors oui, il a toujours une certaine aura, c'est vrai. Mais bon, au final, il fait plus peur à personne aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un problème. Franchement, c'est un problème. Un problème que l'auteur du comics dont je vous parle depuis tout à l'heure, un certain Mark Russell, a très clairement identifié et qu'il souhaite régler en redonnant à Galactus une importance et un impact, en faisant de lui une force immuable. Un peu comme une catastrophe naturelle en fait. Et pour la référence visuelle, il donnera à son dessinateur, Sean Isaacs, cette peinture-là. Cette peinture de Francis Bacon où on sent qu'il se dégage ce côté dérangeant et terrifiant. Mais il n'y a pas que ça qui replace Galactus comme une vraie menace. Non. En fait, c'est avant tout le concept du comics qui le place comme une vraie menace. Et ce concept, en vérité, il est tout simple. En fait, c'est le genre d'idée où on se demande pourquoi on l'a pas eu plus tôt en fait. Parce qu'elle change tout et rend cette histoire vraiment spéciale dans le paysage des comics. Et ce concept, il s'appelle l'histoire d'une vie. Alors, c'est pas le premier comics qui a vu le jour de ce concept, puisqu'un comics Spider-Man est sorti quelque temps avant. Mais du coup, en quoi il consiste ce concept ? Eh bien, c'est résumable comme ça. Vous prenez des personnages de Marvel et vous les faites vieillir en temps réel. Donc au lieu d'avoir toujours le même âge 60 ans après leur création, dans cette histoire, ils auront leur âge réel. Et ça change tout. Mais ça change tout, pourquoi ? Parce que déjà, on n'a plus des personnages bloqués dans leur évolution. Au contraire, ici, leur âge est un facteur déterminant de leur façon de penser et de voir le monde. Et surtout, ce comics, il est dans un univers alternatif. Attendez, ne partez pas de la vidéo, c'est beaucoup plus simple à comprendre que ce que vous croyez. Parce que ce terme d'univers alternatif, entre guillemets, c'est juste une espèce de phrase magique du monde des comics pour expliquer que, grosso modo, il a carte blanche pour écrire ce qu'il veut sur les personnages sans que ça affecte l'histoire principale de Marvel. En gros, il fait ce qu'il veut dans son coin, écrit son histoire, elle est autonome, auto-contenue, et nous, on se régale avec une histoire trop cool, hors de la continuité, et par là même, on se débarrasse de tous les problèmes de la continuité et de ces personnages qui stagnent, ces crossovers sans saveur et ces reboots d'univers incessants. Mais surtout, on remet en place deux concepts narratifs qui sont la base de toutes les histoires. La mort et la fin. Parce qu'en comics, la mort c'est un concept qui vaut plus grand chose vu le nombre de résurrections, et surtout, on peut donner une fin à notre histoire. Elle va se terminer. Bien ou pas bien, ça, vous verrez par vous-même. Mais avec la fin et la mort de nouveau de la partie, ça y est, on retrouve la peur que nous impose Galactus, puisque sa menace est donc très réelle. Nos personnages peuvent mourir, et le monde peut prendre fin. Et ça, bordel, c'est tellement bien. Mais ce qui se passe permet aussi de rapprocher l'intrigue d'événements bien réels qui ont eu lieu, comme par exemple l'élection de Reagan, la guerre froide et sa paranoïa qui se reflète sur nos personnages. Et ces événements vont permettre d'appuyer sur un des thèmes centraux de cette histoire. C'est le fait qu'on n'arrête pas de se battre entre nous, et ce, quelles que soient les circonstances. Là où Reed voit Galactus comme un ennemi commun pour souder l'humanité, il va faire complètement l'inverse. Puisque tout ce qui est développé par Reed, pour l'arrêter, va être militarisé pour qu'on se fasse la guerre entre nous, alors que la fin du monde est littéralement à nos portes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Compris quoi, vous allez me dire ? J'ai compris que Mark Russell était vraiment trop smart. Parce qu'en fait, Galactus dans ce comics, c'est une allégorie sur le réchauffement climatique et la crise écologique. Non mais, je veux dire, réfléchissez bien. Galactus, qu'est-ce que c'est au final ? Une menace créée par l'humanité et son ambition, une menace inéluctable et à laquelle on n'échappera pas. On a un homme qui hurle de partout qu'on va tous mourir si on change rien, et personne ne le croit. La menace se retrouve politisée alors qu'elle nous concerne tous. Les politiques remettent toujours à leurs successeurs ce fardeau. C'est une menace qui avance lentement vers nous, une catastrophe annoncée qui va nous détruire, non pas parce qu'elle est méchante ou parce qu'elle veut régner sur le monde, mais parce qu'elle agit selon des lois cosmiques au-delà de notre compréhension. Dites-moi si je suis fou, mais pour moi, ça paraît évident maintenant que Galactus est une allégorie pour ça. Ceux qui en sont conscients de cette fin programmée
se retrouvent à être terrifiés justement par cette fin du monde, par le fait qu'on les prenne pas au sérieux. Et cette peur joue donc un rôle central dans notre histoire. La peur de l'inconnu, la peur des autres, mais surtout la peur du futur. Ce futur pour lequel Reed se tue à petit feu pour espérer que l'humanité en ait un justement. Et il le voit pas, mais ça lui coûte sa vie en fait. Il ne vit plus, il ne vit pas. Il n'est pas conscient que parfois il faut un peu arrêter de regarder, de s'inquiéter pour le futur, et il faut s'arrêter pour vivre tout simplement. Parce que dans un monde où les héros font partie du quotidien des gens, ils s'attendent à ce qu'on les sauve toujours, qu'on sauve l'humanité d'elle-même. Mais comment réussir à convaincre qui que ce soit que, finalement, cette fois, c'est à eux d'agir, que les héros n'y pourront rien, que le futur de l'humanité dépend d'eux et des générations futures, en espérant qu'elles ne répéteront pas les erreurs de leurs prédécesseurs. Parce que comme le dit si bien le comics, on transmet nos échecs aux générations suivantes en espérant qu'elles seront le salut qu'on n'a pas été, parce que quand on part, la fête continue sans nous. Et cette variable temporelle est primordiale dans le comics. Genre vraiment, tout tourne autour du temps. Du concept même à l'héritage, au rythme de l'histoire, au dessin qui semble d'ailleurs complètement intemporel et qui donne à l'action un sentiment super dynamique et qui en même temps fige complètement les personnages dans des moments iconiques qui vont rester gravés dans nos mémoires. Mais autant aussi que prend Mark Russell pour développer tous ces personnages, l'amour qu'ils se portent, leur séparation, leur réunion, les voir grandir, l'histoire de leur vie en fait, tout simplement. Le temps que perd l'humanité aussi à rester bloquée dans le passé, à refuser d'évoluer, d'aller de l'avant. Comme Reed d'ailleurs, pétrifié par sa culpabilité, lui l'homme le plus intelligent du monde qui pourrait résoudre nombre de nos problèmes, va rester bloqué dans son passé pour essayer de résoudre un problème qui au final n'a peut-être juste aucune solution. À se demander s'il mérite vraiment l'amour des autres. Lui qui finalement a manqué tellement de choses à cause de son obsession pour cet apocalypse inéluctable qui nous attend. Et les monstres qu'il a aidés sans le vouloir sur le chemin de cette quête impossible. Mais, entre vous et moi, se concentrer que sur Reed serait passer à côté des 3 autres membres de ce quatuor fantastique. Enfin je veux dire, ça serait un crime de passer à côté de Sue qui, sous la plume de Mark Russell, va prouver une énième fois que c'est un personnage exceptionnel, simplement un des meilleurs chez Marvel, véritable pilier de l'équipe sans qui elle ne pourrait pas marcher. Son frère d'ailleurs, Johnny, et son développement, ils sont écrits à la perfection. Et d'ailleurs, chose très inhabituelle pour le personnage, il va nous donner leçon de vie sur leçon de vie, c'est incroyable. Et bien sûr, Ben Grimm, l'immense Ben Grimm, qui aura le droit à une backstory super touchante et à un développement encore une fois superbe conclu de manière parfaite. Et il continue vraiment de nous émouvoir au fil des pages. Chacun est utile aux autres, chacun brille, chacun a un rôle prépondérant dans cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est parfait. Et tous ces personnages qu'on va apprendre à aimer vont évoluer dans un univers super réaliste avec juste la petite touche de science-fiction suffisante pour rendre ça encore plus intéressant. C'est super bien maîtrisé et ça pour une raison toute simple. Mark Russell voulait construire l'histoire autour d'événements historiques bien sûr, qui ont forgé l'humanité, mais surtout il voulait voir comment les Fantastic Four allaient interagir avec, comment il les modifierait, comment il les renforcerait ou au contraire les anéantirait. Et au final, quelle est leur place dans tout ça ? Jusqu'où peut aller leur impact ? Mais il y a une leçon que le comics nous enseigne, et c'est même une de ses thématiques principales. C'est qu'autant héros qu'ils soient, les 4 Fantastiques, ou bien même les autres héros de Marvel, au final, ils ne peuvent pas sauver le monde. Pas réellement. Ils peuvent le défendre, mais faire une différence réelle et tangible sur le monde dans sa globalité, une différence qui le rendrait réellement meilleur, supprimerait les inégalités, anéantirait le racisme, le sexisme, l'homophobie et toutes les discriminations que j'ai pu oublier. En bref, réussir à faire de la Terre un meilleur endroit pour tout le monde. C'est factuellement impossible pour une personne, pour 4 personnes ou même pour tous les héros en fait. Et ça c'est vraiment important à mettre en perspective dans ce récit qui est axé sur la fin du monde. C'est crucial de dire que sauver le monde de la destruction, c'est magnifique, mais qu'on le sauve pas vraiment sans qu'on agisse tous ensemble. Les héros ne sont là que pour nous montrer la voie. Mais c'est à nous d'accomplir le chemin. Mais comment préparer l'avenir quand autant de personnes se battent pour leur passé ? Comment régler des conflits qui ne semblent pas vouloir être réglés et où personne ne gagne à la fin ? Comment réussir à se projeter dans l'avenir et essayer de faire en sorte déjà qu'il existe, mais aussi qu'il soit radieux pour tout le monde, quand déjà on n'arrive pas à régler les problèmes du présent, et qu'on n'apprend pas de nos erreurs et qu'on fait que les répéter en boucle. Parce que, de toute façon, on sauvera jamais le monde par notre peur, mais seulement en s'ouvrant aux autres. On est peut-être là pour ça finalement.
Pas pour explorer, mais pour grandir. Devenir des antidotes dans un univers apathique, et ainsi prendre soin des autres.